Bonjour les amis, voilà, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous dire deux, trois trucs avant qu'on commence le sujet proprement dit. Euh, je continue donc l'écriture de mon livre, Le code secret de l'architecture, la révélation. Là j'ai arrêté, j'ai commencé il y a un an. Et c'est vrai que j'ai un phénomène de lassitude, de ras-le-bol, à force de travailler toujours sur le même sujet, sans récompense, quoi, sans que personne ne puisse voir ce que je fais. Ça fait long, c'est vrai. Donc là, j'ai stoppé un petit peu, c'est pourquoi je fais plus de vidéos. Pour me changer un peu de rythme, changer un peu de projet. Mais ce livre va être tout à fait extraordinaire parce que c'est la première fois que quelqu'un va dire tout ça. Ce sont mes découvertes en tout cas. Et ça va être de la très bonne qualité, j'y tiens absolument. C'est un livre qui devrait rester quoi, dans le paysage pour jouer son rôle le moment venu. Voilà, je vous signale sinon encore une fois que mon livre Marie-Madeleine, mise en index, existe toujours. Vous pouvez l'acheter sur Amazon. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ça pourrait être sympa pour ceux qui ont l'intention de poster un commentaire. Eh bien, sous cette vidéo, sur la page YouTube, ce qu'on pourrait faire, c'est dialoguer un petit peu. Parce que, en fait, ça met la vidéo en avant lorsque il y a du dialogue dans les commentaires. Et c'est pas, par exemple, vous postez un commentaire, je vous réponds, et à ce moment-là, vous me répondez un petit quelque chose. Donc ça fait 3 messages, par exemple, voilà, qui s'enchaînent. Si on fait ça dans un certain nombre de cas, ça va aider la vidéo à être mise en avant. Donc pour ceux qui veulent bien le faire, je vous remercie d'avance. Voilà. J'essaierai de vous le rappeler à la fin de cette vidéo, qui va être donc en 2 parties. J'ai décidé de refaire des vidéos, je vais en faire sur un rythme plus fréquent, plus accéléré que ce que je faisais avant. Le principe, ce sera des vidéos plus courtes que ce que je faisais avant. Voilà, mais plus régulières, plus fréquentes. Oui. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vais traiter mes sujets habituels, quoi, en architecture. Il faut que cette révélation se fasse connaître. Voilà, voilà. Et donc, je vais commencer le sujet maintenant. Je crois que j'ai dit l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Merci d'être là. Et donc, on y va pour regarder le diaporama. Voilà, donc je voulais commencer par ce panneau, en quelque sorte, qui avait été publié par la revue VSD. Il y a déjà un certain nombre d'années. Ça montrait les différents types d'ovnis qui avaient été répertoriés. Donc, c'était pour vous faire remarquer qu'il y a beaucoup de formes circulaires, c'est-à-dire en soucoupe, en disque. Bien souvent, vous avez un disque avec au-dessus une sorte de dôme. Comme ici à gauche, ça ferait comme un chapeau, quoi. Celui-ci, vous voyez, c'est encore lenticulaire. Et il y en a plusieurs comme ça. Vous voyez, comme 2 assiettes creuses emboîtées l'une contre l'autre. C'est la forme d'ovni peut-être la plus fréquente, hein, la soucoupe et ses variantes. Vous voyez carrément ici à gauche le tronçon de cylindre, quoi, le pur disque. Ici la soucoupe façon Adamski. Voilà, voilà. Et je vous montre ça parce qu'on va en avoir besoin dans la suite de l'émission. Ici 2 plats, ici comme 2 saladiers l'un contre l'autre. Voilà, ça peut donc facilement se rapprocher pour certaines formes d'ovnis à de la vaisselle, quoi, comme si on pourrait prendre ce point de comparaison. Hein. Et ici encore en bas, voilà. Voici
Un ovni qui est assez connu dans l'histoire de l'ufologie. J'ai retrouvé ma feuille. Ne paniquons pas. Voilà, c'est une photo qui a été prise à Passaic, dans le New Jersey, en 1952. On voit bien ici la forme en soucoupe, avec le dôme au-dessus, comme une sorte de, oui, d'assiette, si on veut, à l'envers, hein, à l'envers, voilà. D'accord. Ici, nous sommes dans la cathédrale de Rodez. On peut photographier, puisque je l'ai fait, cette fresque. Vous pouvez voir donc un lit, une femme à côté du lit, un homme debout devant le lit. Au-dessus du lit, c'est un dais, mais ça fait tout à fait comme un ovni, quoi, finalement, un ovni, ce que d'autres personnes avant moi ont déjà remarqué, hein, bien sûr. Et en fait, il y aurait ici dans le ciel comme un oiseau. L'homme indiquerait de son index cet oiseau, ce qui confirmerait que subliminalement, on va dire, on a bien affaire à un ovni, puisque l'oiseau est un animal qui vole dans le ciel. Un ovni également. Voilà, à côté, vous avez cette seconde fresque. Cette fois-ci, la personne dort dans son lit. Il est intéressant de savoir que en moyen français, le verbe dormir, ça avait le sens figuré de laisser en suspens. Et laisser en suspens quoi? La cause des ovnis, par exemple, puisqu'il y en a un qui plane au-dessus de son lit. Donc, bien sûr, on peut dire sur ce dessin, ce n'est pas un ovni, quoi. C'est un dais. Allons, monsieur Coillac, réfléchissez. Je sais que c'est un dais. Ce que je dis, c'est que la confusion avec l'ovni est créée volontairement. Voilà, c'est un message qui est laissé, un message du type code secret. Voilà. Et on revient ici. Et à côté du dais, ovni, vaisseau, vous avez un oiseau dans le ciel, hein, d'accord? Un animal volant. Ce n'est pas évidemment le fruit du hasard. Ici, c'est un dessin qui a été créé il y a déjà un certain temps, d'après le roman Les Voyages de Gulliver, de Jonathan Swift, livre paru en 1721. On peut voir l'épisode de l'île flottante. Gulliver, qui est au bord de la mer, il voit arriver dans le ciel une ville flottante qui s'appelle Laputa, habitée par une noblesse de haut rang. Voilà. Et le texte dit que la mer se reflète sur le dessous plat de l'objet aérien, gigantesque évidemment. Il est écrit très luisante, cette ville-là, elle est. Voilà, donc par exemple comme du métal. Ça fait vraiment l'évocation d'un ovni. Dans l'histoire de l'ufologie, on a déjà vu des ovnis, des villes en fait volantes, quoi. Ça, c'est assez rare, mais ça s'est vu. Hein. Alors est-ce que l'auteur Jonathan Swift n'a pas voulu passer un message parce qu'il était un initié à certaines choses ultra secrètes? La question est largement posée. Hop. Il y a eu au Japon un épisode qui est arrivé au XIXe siècle. Il y a eu un vaisseau volant qui s'est échoué sur la côte du pays de Hitachi, au Japon. Et alors, il y a eu une femme belle, avec des vêtements étranges, des cheveux rouges. Elle portait une boîte. Et donc, elle est descendue de son vaisseau, quoi, qui venait d'atterrir. Cette histoire se retrouve dans plusieurs documents d'époque japonais. Il est dit qu'il y avait des signes mystérieux qui étaient écrits à l'intérieur du vaisseau. Vous
voyez, on les voit ici, les signes mystérieux. Et on peut encore voir que le vaisseau tel qu'il est dessiné ici, eh bien, ça fait en fait un contenant, un grand plat, si on veut, qui aurait son couvercle, ou un autre, vous voyez, un couvercle ou un autre plat qui serait à l'envers. Deux plats emboîtés l'un contre l'autre. Un autre document d'époque montrait cette restitution du vaisseau. C'est un petit peu du même genre. Ça pouvait faire ici un chapeau. Voilà. Ici, nous sommes maintenant au château de l'Abbati d'Urfé. Le château de Claude d'Urfé, un vassal, un conseiller de François Ier, un homme de confiance. C'est un petit peu dans, c'est pas dans la région parisienne, c'est un petit peu plus au sud-est. Et sur la rampe de la cour, on peut voir notamment ce motif, cette sculpture, que au départ j'avais prise en papier. Il n'y avait pas de photo numérique à l'époque. On voit donc une dame qui indique de l'index un objet qui est dans le ciel. Voilà, on peut voir que ses cheveux volent dans le vent. Donc la personne est bien à l'extérieur, il y a du vent. Le vent pouvant être compris comme ce qui fait voler les objets dans l'air. À l'époque, il n'y avait pas de moteur en tout cas. Voilà, donc elle porte la corne d'abondance dans le code de l'architecture. La corne d'abondance, c'est le trésor, quoi. C'est ce que les dieux ont apporté. Hop. Nous sommes maintenant à l'abbaye de Fontevraud. Et il y a ce caisson avec un roi qui porte la main de justice. Il est debout sur un bouclier. Il faut savoir que dans l'Antiquité, on a vu des boucliers volants. Alors, ce qu'on a appelé à partir de 1947 des soucoupes. Mais dans l'Antiquité, on disait des boucliers. Voilà. Donc, bien sûr, c'était les rois francs qui se faisaient porter sur un bouclier. Ici, on voit les lettres L de chaque côté du personnage. C'est marrant parce que, bon, c'est la lettre L, c'est homonymique de une L. Et justement, il y a une L accrochée à chacun des lettres L. Donc, c'était bien dans l'intention du sculpteur, du décorateur, de créer cet amalgame entre la lettre L et une aile d'oiseau. Donc je ne trouve pas si idiot de penser que l'idée secondaire en représentant ce roi, peut-être Louis Ier ou Louis II, c'était de montrer qu'il vole sur un bouclier volant, comme on en a vu dans l'Antiquité. Voilà. Alors, d'accord. Hop. Voici le château de Chambord. Une très belle photo que j'ai trouvée, franchement, sur Pixabay. Vous voyez, c'est très bien fait, quoi. Très belle définition. Château bâti par François Ier, le plus grand des châteaux de la Loire, bâti en pleine nature. On se demande pourquoi. Qu'est-ce qu'il fait là? Il n'a jamais vraiment servi à rien. Sauf qu'il est super codé, il porte des messages secrets en pagaille, de par son plan notamment, voire certaines de mes vidéos. Et notamment dans le double escalier central, ce morceau de bravoure architecturale, eh bien vous avez une décoration dans cet escalier, par exemple ce petit motif qui nous interpelle, puisque on a un personnage qui n'a pas de bras, mais des ailes à la place, finalement comme un ange, et ses jambes sont des jambes de bouc.
Euh, cela se réfère, cela se réfère à l'Antiquité, notamment la mythologie grecque. Vous avez le dieu Pan qui a une tête, enfin qui a des cornes de bouc, des jambes de bouc. Ses amis, ceux de la même famille que lui, ce sont les satyres, avec des jambes de bouc. Tout ceci, c'est pour indiquer euh, des événements qui seraient réellement arrivés il y a des millénaires, où des dieux sont venus vivre sur la terre, tel que raconté dans le livre d'Enoch, également dans quelques versets du chapitre 6 de la Genèse. Voilà, des anges déchus, des néphilim, sont venus vivre sur la terre. Bon, je vous raconterai ça sûrement dans un autre épisode de cette vidéo. Et donc on peut voir que ce petit personnage, eh bien, il est sur de la vaisselle finalement, puisque ce serait comme 2 ou 3 plats empilés les uns sur les autres. Vous remarquerez que, au passage, si on appelle ces objets des pots, les fruits du potier, eh bien, ça fait des pots. C'est le jeu de mots classique en la matière qui mène à dépôt. Le dépôt caché, le trésor caché. Enfin bref, ça pourrait être développé évidemment dans d'autres vidéos. En tout cas, vous remarquerez ici, il y a comme les hublots donc d'un vaisseau spatial, d'un ovni, avec la soucoupe en bas et une espèce de dôme au-dessus, avec les fenêtres. À ce moment-là, on serait dans l'optique, le petit personnage est quelqu'un qui vient d'une autre planète, d'un autre monde, et il voyage, se déplace dans son vaisseau, quoi, qui est ce qu'il surmonte en l'occurrence. Voici le château de Chenonceau. Il enjambe le Cher, c'est le château des dames, puisqu'il y a beaucoup de femmes qui ont géré ce monument au fil de l'histoire. Il est bien sûr à remarquer que au XVIe siècle, dès que ce Chenonceau a été mis en vente, François Ier, le roi de France de l'époque, s'est empressé de l'acheter, parce que ça collait bien, ce monument, avec le codage qu'il mettait en place à l'époque. Et nous pouvons voir ici l'escalier du château de Chenonceau. Escalier droit qui monte de niveau en niveau. C'est pour vous montrer qu'il y a des assiettes qui sont collées au plafond. Et ici, je vais me mettre en plein écran. Ici, eh bien, vous pouvez voir des oiseaux sur le pourtour, aux ailes déployées. L'oiseau peut tout à fait être le symbole du vol. C'est un animal qui vole dans le ciel. Donc, est-ce que cette assiette ne nous parlerait pas du ciel? Elle est en hauteur collée au plafond. Elle vole, non? Elle vole. Il y avait des assiettes, une sorte d'assiette creuse à la Renaissance qu'on appelait bas volée. Bas volé, est marrant. Vous avez au milieu une étoile. Étoile symbolique du ciel nocturne, de l'espace galactique, tout ça. Sans compter que cette assiette peut tout à fait évoquer, bien sûr, un ovni. Sa forme est assez classique, la forme en soucoupe. Là, la photo est retournée, qu'on voit bien toujours dans l'escalier de Chenonceau. Vous avez des chérubins. Le chérubin, c'est une tête d'enfant munie de 2 ailes. Et donc, il y en a 4 sur le pourtour de l'assiette. Et vous pouvez voir au milieu, en décoration, un carquois et un arc
à la Renaissance, un arc, c'était une arche. C'est intéressant parce qu'une arche, c'est aussi un coffre. Le coffre, et aussi, le mot arche voulait dire les archives, le trésor. Bon, ça se rattache à toute une filière du codage. Voilà, et donc une arche, c'était aussi un bateau. Évidemment, ici, l'assiette serait un bateau, mais volant, comme l'indiquent les anges qui sont dessus. Ce serait le bateau volant des anges. Donc, franchement, des anges qui viennent du royaume des cieux, qui volent dans les airs. En grec, les anges, ce sont les messagers. On pense quand même facilement, je trouve, à des extraterrestres qui viendraient de l'espace, de leur planète, de leur monde, jusqu'à nous, dans leurs vaisseaux spatiaux. Voilà. Je pense donc ici que cette assiette représente un vaisseau, quoi, un vaisseau volant. Mais je ne veux pas l'imposer, en fait. C'est ce que, après 30 ans de travail, d'occupation dans ce secteur, j'en arrive à cette conclusion-là. Mais c'est vrai que ça peut paraître bizarre comme hypothèse, en tout cas, d'entrée de jeu, pour celui qui n'est pas habitué à entendre ce type de discours, j'en conviens. Voilà, mais c'est intéressant de proposer cette hypothèse, parce que, croyez-moi, et donc je vais le développer de vidéo en vidéo, cette hypothèse est fondée, quoi. C'est étayé. D'accord? Et je passe à l'image suivante. Voici au château de Blois, c'est l'aile François Ier. C'est la Renaissance, entre 1500 en résumé et 1550. Voilà, avec le fameux escalier. Pour vous montrer un peu, voilà, parce que maintenant on va entrer dans ce château. Hop. Et je crois que c'est sur le palier du 2e étage. On peut voir, avant d'entrer, au-dessus de la porte de la salle, vous pouvez voir ce dessin en bas-relief. Vous avez la salamandre de François Ier. Et bon, vous avez ici, ça pourrait être une coupe. On va voir des... Peut-être les coupes, ce sera la semaine prochaine. Les coupes, le Graal, etc. Et ce personnage-là qui tient un bouclier. D'accord, sur la tête, il a comme un empilement de vases, ou alors encore une coupe. Bien, bien, bien. Mais le détail surtout que je voulais vous montrer, c'est ici, à savoir que vous avez ce rinceau. Ce rinceau, ce végétal en spirale. Et à un moment donné, il arrive ici, sur ce qui fait tout à fait penser, à mon avis, à une secoupe volante, quoi. Pareil avec un disque. Le disque avait surmonté d'un dôme, hein, comme une assiette à l'envers, en quelque sorte. Et donc, alors ici, c'est un peu éclaté vers le bas, d'où semblent sortir deux phylactères, deux documents. C'est un petit peu abîmé. Comme pour dire, les documents, avec les lignes qui sont suggérées, stylisées, hein, les lignes de texte, les documents semblent sortir du vaisseau, qui à ce moment-là aurait une trajectoire circulaire, comme en orbite par exemple. Voilà, on pourrait dire que j'ai beaucoup d'imagination. Oui, mais il faut proposer des idées nouvelles, il faut avancer, il faut ne pas rester dans les mêmes marques comme des moutons. Hein. Essayons d'avancer, essayons de faire progresser la connaissance, essayons voilà,
de préparer en quelque sorte le monde de demain, qui sera très différent de celui d'aujourd'hui. Et il y aura eu des révélations qui, voilà, qui auront pris place. Croyez-moi, les révélations, elles sont dans les monuments. Aucun doute. Voilà. Et donc, si je suis ici la trajectoire, enfin voilà, le rinceau, il y a la courbe, et après la courbe, on arrive encore à des documents, à des petites bandes de documents qui comportent des lignes, comme pour styliser les lignes du texte qui est présupposément écrit. Voilà, les textes se terminant par des rouleaux. D'accord bon, ceux qui connaissent déjà mes travaux peuvent... ici, ce serait un bouton de fleur. Hein, le bouton de fleur qui est fermé, mais qui s'ouvre pour libérer les trésors cachés. D'accord. Ah bon? D'accord. Voici maintenant le château de... c'est le château de... Alors, attendez. C'est le château dont j'oublie le nom. Bon, j'oublie le nom, là, dans l'émotion de la prise de vue, j'oublie le nom, mais ça va me revenir. C'est un grand château des châteaux de la Loire, au bord de la Loire, situé en hauteur. C'est Chaumont-sur-Loire. C'est Chaumont, voilà. Et dans ce château de Chaumont, il y a un certain meuble, je pense que c'est un buffet. Et voici une des portes du buffet. On peut y voir voilà, deux motifs assez bizarres finalement, mais qui m'intriguent direct par rapport à ce que je connais de l'architecture. Bon, finalement, vous avez un plat de cuisine, un vase, un pot peut-être même, surmonté d'un couvercle, qui serait lui aussi comme une grande soucoupe à l'envers. Voilà. Un peu comme un ovni quand même. Alors, et en bas, c'est pareil, vous avez un peu la même chose. Alors, c'est intéressant de regarder cette boiserie à l'envers. Je suis obligé de quitter le plein écran. Hop, je le fais pivoter de 180 degrés. Là, je vois déjà que ça ressemble beaucoup plus à un ovni, un vaisseau tel que la science-fiction nous en a laissé l'image. Et si elle nous en a laissé l'image, c'est certainement à cause des observations d'ovnis qui ont eu lieu. Des gens ont vu des objets comme ceci, quoi, comme je vous ai montré au tout début de cette présentation. Voilà, on va tout de suite parler. Il y a comme des encoches sur le dôme. C'est intéressant parce que encoche à la Renaissance, ça se disait coche. Et voilà, si vous rajoutez une cédille à la première lettre, vous avez soche. La soche, c'est le bateau qui transporte les personnes. C'est le char des dieux. Car dans toute cette histoire, il est question de jeu de mots, de langue des oiseaux. C'est le vocabulaire qui permet de passer un message par des calembours, des jeux de mots. C'est comme ça que les initiés du passé ont fait. Qu'est-ce que ça veut dire, les initiés? Eh bien, les initiés, ce sont des gens qui savaient des choses, manifestement, secrètes, que le commun du peuple ne connaissait pas. Mais il y avait un petit groupe de gens rattachés à la royauté qui connaissaient des choses rares concernant notamment les formes de vie qui ne vivent pas sur Terre et les civilisations de la préhistoire qui ont disparu il y aurait
12 000 ans dans une grande catastrophe. Voilà ce que connaissaient les initiés. En tout cas, c'est ce que vraiment mes travaux me disent quoi, depuis tant d'années. J'en arrive fermement à cette conclusion. Si ça peut vous apporter quelque chose que je vous le dise, eh bien, je vous le dis. Et donc ici, voilà, nous retrouvons le vaisseau comme posé sur un petit support, vous voyez. Voilà, voilà. Bon, je vais directement à l'objet du haut, qui lui aussi a eu une belle apparence, une belle allure d'ovni, hein, je le trouve. Et vous pouvez voir tout en haut, il y a encore des documents qui sont posés au-dessus, qui se déroulent et roulent après. Des rouleaux de documents. Ce qui voudrait dire que il existe donc un savoir qui est caché, qui est secret, mais qui concerne les ovnis. Il y a des gens qui savent tout à fait ce qu'il en est sur les ovnis, qui en savent beaucoup plus que nous, et qui ont codé certaines choses dans l'architecture, même dans les meubles, parce que c'est la même chose dans certains tableaux. Voilà. Vous voyez les documents, le savoir secret en dessous, le vaisseau aérien. Voilà. Il existe un grand secret qui concerne ce sujet-là, qui est connu, qui était connu de certaines personnes, qui l'ont codifié, codé même dans un meuble, dans l'architecture. Voilà. On arrive maintenant ici au château de Chenonceau. Donc le bouton de fleurs, je vous en parlais précédemment, il est là. Vous voyez le motif du bouton de fleurs. Alors vous en avez plein des boutons de fleurs. Hein. Vous en avez un peu partout dans les monuments civils, souvent, je crois. Des nobles, quoi, souvent. Hein. Donc le bouton de fleurs entouré d'une collerette de feuilles symbolise la fermeture. C'est une porte fermée. Il est entouré d'une collerette de feuilles. Au Moyen-Âge, la feuille, c'était la porte. Et le bouton de fleurs est fermé. Le bourgeon, il n'est pas ouvert, il est encore fermé. Il s'ouvrira quand le printemps arrivera. Et alors, ce sera l'éclosion, ce sera la révélation. Le passage sera ouvert. Donc ici, vous avez des créatures comme des oiseaux à tête de chien. Comme des chiens volants. Ça peut faire penser, par exemple, à la constellation du Grand Chien et son étoile Sirius, l'étoile la plus visible dans le ciel nocturne. Hein. Y aurait-il des créatures qui seraient venues de la constellation du Grand Chien, venues jusqu'à la Terre? Je pose la question tout simplement. Hein. Ce qu'on peut remarquer, ils sont pas mal faits en feuilles. C'est le sujet de mes découvertes, les feuillards. Parce qu'un feuillard était un voleur de grand chemin. Mais un voleur, c'est aussi quelqu'un qui vole dans le ciel. Bref, ces chiens peuvent être des feuillards, des voleurs, des grands chemins de l'espace. C'est un sujet que je développerai. Vous pouvez voir qu'ils ont une patte sur une soucoupe, surmontée d'un deuxième plat. Ça fait deux pots, ça fait des pots pour indiquer le dépôt qui est caché. Les fruits au-dessus, vous voyez, les fruits, nous disons aujourd'hui le fruit de son travail, le fruit de l'action. C'était valable dans les siècles passés, hein, ces sens figurés. Le fruit du vaisseau. Ah oui, alors, je pense à vous dire évidemment que au Moyen-Âge, le mot vaisseau désignait tous les récipients, tous les contenants. D'accord? Les contenants, un seau, une assiette, un plat,
une marmite, c'était des contenants, ça pouvait donc être nommé, couvert par le terme vaisseau. Donc ici, on voit des vaisseaux. Hein. C'est comme ça que vous pouvez très correctement dire la chose il y a des siècles. Donc les deux chiens ailés ont une patte sur leur vaisseau. La patte, c'est l'organe de la locomotion, hein, qui permet à l'animal de marcher, de courir sur la terre. Peut-être que les vaisseaux permettent aussi de courir, mais dans les airs, dans le ciel. Voilà, moi je vois ici des créatures qui ne sont pas terrestres, qui sont des monstres. Et le mot monstre, ça voulait dire anciennement une chose prodigieuse, une chose incroyable. Ce sont des êtres incroyables qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vus, mais apparemment que certains semblent connaître, qui se déplacent dans des vaisseaux, voilà, et qui sont venus très certainement jusqu'à nous. Ici, vous avez, comment dire, cet objet qui est assez grand cette fois, devant la basilique du Sacré-Cœur à Paris, sur la butte Montmartre. Et alors, voilà, vous avez donc une grande assiette finalement, un vaisseau hein, qui est porté par 3 tritons. Les tritons, il faut que je vous dise 2 mots des tritons. C'est pas de la musique, les tritons, ce sont des hommes à jambes de poisson. On en voit beaucoup par exemple dans le parc de Versailles. Et où la symbolique de l'Antiquité est développée, associée notamment au dieu Neptune. J'en parle dans mon livre « Le code secret de l'architecture », qui sera disponible dans quelques mois, hein, le temps que je le finisse, que je trouve le courage de le faire. Je me repose un petit peu et je reprends ce travail d'écriture. Voilà, et donc les tritons, ça se réfère aussi à toutes ces époques passées. Lorsque des dieux étaient sur la terre, vous pouvez voir dans les mythologies, par exemple égyptienne, sumérienne, même de l'Inde, il y a d'étranges dieux, d'étranges créatures qui ont des connotations animales. Et voilà, comme si c'était normal de représenter les dieux de cette façon-là, quoi. J'en viens à me demander s'il n'y a pas existé des créatures qu'on aurait vues sur la Terre qui avaient quoi, ces connotations-là, qui avaient quelque chose d'animaux, par exemple comme une tête qui ressemblait beaucoup à une tête de lion, pourquoi pas de chien. On voit ça en Égypte. C'est pas forcément une symbolique qui ne... comme ça, juste... disons, symbolique qui ne mènerait pas à grand-chose finalement, puisqu'on le retrouve aux différents endroits du globe, et il y a des millénaires. Il est tout à fait possible qu'on ait vu ce type de créatures marcher sur la Terre. Et voilà, ils seraient venus du ciel, ils seraient venus de l'espace. Ok. Et donc ici, les tritons. Donc vous avez des tritons de la mythologie grecque qui portent sur leur dos comme des atlantes. Hein, le fait qu'une statue porte sur son dos quelque chose, ça en fait un atlante. Vous avez des atlantes qui portent sur leur dos un vaisseau. Voilà, c'est une part du codage, un objet comme il y en a beaucoup, qui dit simplement, voilà, à mon avis, ça pointe vers la technologie sophistiquée de l'Atlantide. Évidemment, c'est juste là un objet. C'est pas, ça ne prouve rien, si on veut. Hein, je verse cette pièce au dossier. Mais des pièces comme ça, il y en a un paquet, hein, croyez-moi. Ouvrons-nous à des idées nouvelles. Ouvrons-nous
ouvrons-nous à la nouveauté, ouvrons-nous à des hypothèses nouvelles qui peuvent changer le monde, qui peuvent s'avérer fructueuses, surtout quand elles sont étayées intellectuellement. Voilà. Ok. Et je passe à l'image suivante. Ici encore, on peut voir des Atlantes finalement. Oui, parce que vous avez des hommes qui portent le truc, là, l'objet, qui est, c'est-à-dire c'est un chapiteau, le sommet d'une colonne. En fait, il est fait de, disons, comme d'un pot, d'un seau, surmonté d'une soucoupe. D'accord? Et vous avez cet homme au milieu qui le soutient avec son dos. Par conséquent, il s'appelle en architecture un Atlante. À côté, son homologue aussi fait mine de le faire. Voilà, vous avez là aussi des Atlantes qui soutiennent le vaisseau. Et voilà. Il est étrange aussi de voir que si on admet ici, d'accord, vous avez... Alors, soit il y a deux vases différents, hein, soit il y en a un seul qui s'évase vers le haut, dont son embouchure, d'accord? Et dans le vase, dans le pot, vous avez deux personnages. Ils sont donc dans leur vaisseau. Ils sont dans leur vaisseau. D'accord? Comme c'est étrange comme ils arrivaient à l'époque dans cet art royal sous couvert de représenter des choses qui ont été banalisées aujourd'hui. On passe devant, on dit ah oui d'accord, j'ai déjà vu ça dans une émission de télé. Ouais bof, je sais pas, c'est un peu bizarre, un peu spécial, mais ouais, mais en fait, ils arrivaient sous couvert de banalisation à évoquer des choses extrêmement pointues et audacieuses. D'accord? Il faut simplement ne pas considérer qu'un seul objet à la fois. Il faut arriver à les recouper entre eux. Plusieurs objets en même temps dans un raisonnement, quoi. Et alors, on s'aperçoit ou pas, mais en l'occurrence, on s'aperçoit qu'il y a bien codage, codification. Hein. C'est intellectuellement valable. C'est valable. Voilà, je vais vous l'expliquer de vidéo en vidéo. Je recommence, je refais un tour de piste avec toutes ces extraordinaires découvertes. Hein. Ces découvertes qui changeront le monde le moment venu. Pas parce que je suis un homme extraordinaire, mais parce que ces découvertes sont réelles. Tout simplement. Voilà. Des Atlantes à jambes de bouc, des dieux, des hommes supérieurs qui évoquaient les dieux de l'Antiquité des mythologies, portent le vaisseau, la soucoupe. Ils sont même dedans. Celui-ci a l'air de souffrir. Et c'est remarquable. Il souffre. Les autres ne sont pas joyeux. C'est une façon d'évoquer, encore une fois, ce qui est raconté dans le livre d'Enoch, quelques versets du chapitre 6 de la Genèse, dans lequel des anges, des fils des dieux sont descendus sur la terre. Voilà, on va apporter aux hommes des éléments de civilisation. Ça a déplu à leur hiérarchie, ça a déplu à ceux qui étaient restés dans le ciel, donc dans l'espace. Et ces anges déchus, ce qu'on pourrait probablement appeler dans d'autres mythologies des dieux, ont été punis. Et donc, les dieux restés, qui n'avaient pas trahi le plan divin, les ont condamnés, et un déluge est arrivé sur la terre et a tué tout sur la terre. Voilà. D'où la souffrance qui est là. Donc, parce que ça se passe il y a des millénaires, à l'époque de l'Atlantide, il sait que le déluge va arriver, il le sait.
Voilà, il le sait, à gauche. Voilà, il souffre parce qu'il essaie de supplier pour échapper à cela, comme raconté dans le livre d'Enoch. Mais il ne va pas être entendu, et le déluge va vraiment arriver, et mettre un terme à tout ce cycle de civilisation, ce qui a été complètement oublié aujourd'hui. Mais ce qui est codé dans les monuments, et si c'est codé dans les monuments, eh bien c'est parce que quelque chose a subsisté. Les gens de la royauté savaient des choses très précises au sujet de ce qui était arrivé, au sujet de ce qui était resté de cette époque, comme un legs, comme un héritage que, voilà, que la royauté, cette société secrète qui gravitait dans la royauté, connaissait et ont légué, déjà codifié, codé dans l'architecture, dans l'attente qu'il y ait des découvertes concrètes, positives, matérielles, qui soient faites. Nous sommes devant la cathédrale d'Amiens, une des grandes cathédrales gothiques, la plus grande et la plus vaste de France. Je crois qu'elle n'est battue que par celle de Cologne, en Allemagne. Une des plus belles façades, certainement, avec celle de Reims. Voilà. Et là, vous avez ce petit personnage. Là, j'éprouve le besoin d'arrêter de parler pendant quelques dizaines de secondes. Donc, je le fais maintenant. Je vous laisse tout seul pendant quelques dizaines de secondes. Merci. Coucou. Voilà, donc vous avez ici, c'est devant cette façade que l'on vient de voir, de la cathédrale d'Amiens. Et c'est un quadrilobe. Et un quadrilobe, bon, vous avez un homme qui est debout. Il regarde deux cercles qui seraient dans le ciel. Alors, si on suppose que ces cercles, ce sont des ovnis, ça devient très intéressant. Parce qu'il nous montre la paume de sa main. Mais la paume de la main, anciennement, c'est la vole. Comme pour nous dire, tiens, il y a quelque chose qui vole. Et vous remarquerez que aussi bien sa main que les deux objets se trouvent sur le bord du quadrilobe. Parce que le bord, anciennement, un synonyme, c'était hol. Mot très important dans tout ce codage de l'architecture. Le hol, c'est le bord. Le hol, c'est aussi le grand pot. Le grand pot. Voilà, évidemment, les ovnis ressemblent parfois, quand ils sont vus de près, à des grands pots. Des grands vases qui seraient par exemple à l'envers. Des assiettes, voilà. D'accord ? Donc ici, on a bien une allusion à des ovnis, de la part des bâtisseurs de la cathédrale, quoi. Nous sommes maintenant au château de Blois, dans le studiolo de François Ier. C'est une pièce à l'italienne. Il y a 180 lames de chêne qui sont peints et dorés. Tout ceci, c'est l'art grotesque, qui est les objets dessinés, les formes sont énigmatiques. Personne ne vous expliquera ce que ça veut dire, sauf moi. Voilà, et il y a 4 placards qui sont cachés dans les murs,
que l'on peut ouvrir par des mécanismes secrets. C'est déjà toute une ambiance. Ici, vous avez, disons, un bol, une soucoupe. Hein, ça fait une pièce de vaisselle, donc on peut l'appeler un vaisseau. Dedans se trouve un oiseau, comme s'il avait fait son nid dedans, ou dessus. Voilà, c'est le vaisseau de l'oiseau. Donc le vaisseau volant. C'est le vaisseau qui vole dans le ciel. Toujours dans ce studiolo, voilà, vous avez... ici, vous retrouvez une sorte de bol, hein, de plat, de cuisine, et une sorte d'ange qui est dedans, comme un chérubin. Ah, donc c'est un contenant qu'on pouvait appeler anciennement un vaisseau. Tiens, le vaisseau, parce qu'un vaisseau, bien sûr, c'est aussi un navire. Hein. Un vaisseau, c'est un bateau. Aujourd'hui, on dit aussi un vaisseau spatial, dans les films de science-fiction. Donc c'est le vaisseau de l'ange, le vaisseau volant de l'ange. D'accord, ah, c'est intéressant, ça dit donc. Hein. Ça se confirme ici, puisque sur la soucoupe, hein, vous avez deux anges assis, leurs ailes déployées en hauteur. Ils ont des jambes de bouc, comme certains dieux de l'Antiquité, de différentes civilisations. Ce sont donc des créatures volantes, puisqu'ils ont des ailes. Ils ont un air taciturne ou finalement assez sombre. Hein. Ils rigolent pas, hein, ça rigole pas, on s'amuse pas. Pour ce que je vous disais précédemment, à savoir que ce sont des êtres qui sont condamnés, ils sont descendus frauduleusement sur la terre et ils n'avaient pas le droit de le faire. Ils sont donc condamnés à être détruits, à mourir. Voilà, c'est pour indiquer cela, qu'ils n'ont pas l'air très joyeux, ce qui est très courant dans la décoration de l'architecture. On a donc ici la soucoupe, eh ben c'est le vaisseau, c'est un vaisseau volant des anges qu'on a vus, qui sont descendus sur la Terre il y a des millénaires. D'accord, voilà. Là, c'est très intéressant, puisqu'on peut voir encore un chérubin, hein, c'est-à-dire une tête d'ange avec deux ailes, tête d'enfant souvent et deux ailes, c'est un chérubin, figure inventée à la Renaissance, disons XVIe siècle, peut-être un peu avant, un poil avant. Vous avez en dessous, sous lui, un objet bizarre. Voilà, alors c'est marrant parce que là, ils essaient en fait de masquer plus qu'avant le message. Ça pourrait être des vases, un vase, mais bon, en même temps, c'est un peu bizarre, quoi. Un vase et son couvercle, ça pourrait, ouais. Donc c'est un contenant, un vaisseau, vous avez les hublots du vaisseau, justement, du vaisseau de l'ange, qui est au-dessus, le vaisseau spatial. Tel qu'on voit que c'est incurvé, ça pourrait être aussi une bobine. Ça fait le clin d'œil à ça. Hein. Les courbes concaves, la concavité de chaque côté. Ça fait une bobine. Parce qu'une bobine, c'était une canette. Une canette. Hein. Rien à voir avec une canette de coca ou de bière. Mais le mot était déjà le même, la canette. Et il y a eu un dérivé, le dérivé, ou le mot source peut-être, la canne. La canne, bon, un mot qui avait plusieurs sens, hein, c'est vrai, comme par exemple la femelle du canard. Mais une canne, c'était un bateau. Ah, d'accord, donc la bobine, la canette, le bateau, la canne.
Voilà, donc voici ici le bateau volant de l'ange. Voilà. Vous avez une tige verticale. La tige, c'était les sens, certains sens étaient la source, l'origine. Je crois la source, l'origine. Et la tige, ça désignait l'ancêtre d'une lignée. Le personnage qui avait fondé une lignée dans l'arbre généalogique. L'espèce humaine n'a-t-elle pas été fondée par des êtres qui venaient de l'espace, dans leur vaisseau volant? Ah, mais alors, peut-être, je suis très audacieux, vous me direz, oui, c'est vrai, mais, j'ai quand même de bonnes raisons finalement, hein, à l'arrivée. Et au-dessus de l'ange, vous aurez retrouvé encore voilà, un contenant, un récipient, un vaisseau. Donc l'ange est encadré finalement par deux vaisseaux. La feuille, un des sens après l'an 1000 de la feuille, c'est la porte. Bon, elle a une forme bizarre, il y a une raison, hein, je ne sais pas laquelle, mais il y en a une. La porte de quoi? Ben, la porte des secrets, la porte du vaisseau, tous ces secrets relatifs à des êtres galactiques étaient connus de certaines personnes qui étaient des initiés et qui nous ont transmis l'information dans l'architecture. Ici, vous avez ce personnage posé sur un vase à l'envers, qui aurait un couvercle. En tout cas, il est montré au-dessus. Il manipule une flèche, une grande flèche, comme s'il ramait. Donc il fait le geste de faire avancer un bateau, de naviguer, mais avec une flèche alors. C'est-à-dire un bateau volant, quoi. Puisque la flèche est un objet qui fend le ciel, lorsque elle est décochée par un arc. D'accord? Vous avez donc quelqu'un qui rame, qui navigue dans le ciel. Ça marche. Voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure au sujet de la bobine, vous voyez. En plus, la canette, c'était le récipient. Vous imaginez? Parce qu'ici, plus bas, vous avez encore une sorte de bobine. C'est à mi-chemin au niveau de la représentation, entre des vases, plusieurs vases empilés, mais également une bobine. C'est fait exprès, hein, c'est pour masquer un peu le message, compliquer un peu les choses. Donc vous avez la canette, qui est la bobine, qui désignait aussi un récipient, donc un vaisseau, alors que la canne était le bateau. Voilà. Et la cannée, c'était... la cannée, c'était le coup, un coup, une cannée, comme pour dire un coup de canne. C'était un coup. C'est le coup que se sont pris les êtres qui vivaient sur la Terre à la fin de l'ancien cycle de civilisation. Quand tout s'est terminé par une grande catastrophe. Voilà, ça a été la cannée. Les dieux étaient sur la Terre, et tout le monde a disparu. L'humanité aussi était là, il y avait une humanité. Et vous voyez, ils vivaient avec, il y avait des dieux qui vivaient parmi eux. D'accord. Et donc on peut voir ici, sur l'objet litigieux, on va dire, alors qu'il y a toujours un axe vertical et une tige, d'accord? Vous pouvez voir des sortes d'oiseaux, mais à tête de chat. Comme des créatures, par exemple, qui existeraient sur une autre planète. On les aurait inventées, ça, on les aurait inventées. Mais pourquoi? Pourquoi on aurait inventé des formes comme ça dans le studiolo de François Ier, hein? Il semble y avoir des espèces de visages sur la poitrine. Je ne sais pas pourquoi. D'accord. Alors, vous avez un certain Ray Kozulandish qui vivait, qui est toujours vivant d'ailleurs. Il a été contacté dès l'âge de 12 ans
par des extraterrestres. Il en aurait au final rencontré une trentaine d'espèces différentes qu'il a fait dessiner par une médium, une de ses amies médium. Donc les dessins montrent des humanoïdes animaux avec fourrure, montrent aussi des humanoïdes tout court, des sortes d'humains, grands blancs, des nordiques, montrent comme ça des reptiliens, des insectoïdes aussi, hein, et des félins. Voilà. Ici, vous avez cette espèce de chat qui est redressé, hein, donc qui est présenté par Kozulandish comme étant un être intelligent, hein, qui vit quelque part dans l'espace, sur une autre planète, et que Kozulandish aurait vu. Voilà. Alors, vous n'êtes pas obligé de croire qu'il dit vrai, hein. Il peut y avoir des affabulateurs, mais c'est intéressant parce que ici, vous voyez, on avait moitié oiseau pour dire que la créature est volante, et je trouve moitié chat. J'y vois une affinité. Ok. Nous arrivons maintenant à la cathédrale de Chartres. Quand on arrive d'une certaine route, c'est étrange parce qu'avant même d'entrer dans la ville, elle apparaît comme ça à l'horizon, quoi, gigantesque. C'est assez impressionnant. Cathédrale de Chartres, une des plus connues, une des plus étudiées ésotériquement, considérée comme porteuse de connotations mystérieuses que l'on peut décoder dans son plan, etc., dans son labyrinthe. En fait, toutes les grandes cathédrales peuvent se décoder. Toutes sont dans le même concept. Ici, la façade ouest. Et nous voyons maintenant la clôture du chœur. Hein, c'est-à-dire à l'arrière du monument, là, la clôture qui entoure le chœur de cette cathédrale. Et vous pouvez voir, il y a ici, je crois que c'est 170 statues, hein, qui racontent, je crois, la vie du Christ. Donc évidemment, tout le monde s'intéresse à ces statues-là. D'ailleurs, hein, c'est remarquable. Personne ne pense regarder les petits motifs sculptés sur les pilastres, comme on dit, verticaux. Il y a des tout petits motifs, mais moi, je pense à regarder. Parce que c'est là que sont transmises des informations très importantes. Et ici, vous avez voilà, la clôture du chœur de Chartres, encore, avec ces petits motifs en vertical, comme ça, comme des cartouches, comme des hiéroglyphes, finalement, qui ne veulent rien dire. À mon avis, il n'y a aucun livre qui explique quoi que ce soit concernant ces dessins, hein, parce que les historiens ne savent pas, ne peuvent pas expliquer ça. Ça dépasse leurs compétences. Et si l'un d'entre eux sait ce que ça veut dire, il ne le dit pas. Et alors on peut voir, mais justement ici, c'est une sorte de récipient, quoi, de contenant. Donc un vaisseau, dans lequel se trouve un oiseau, aux ailes déployées. Un symbole du vol dans l'air. Donc ça veut dire que vous avez une créature animale qui vole sur son vaisseau aérien. Vous voyez les encoches. Toujours sur cette clôture du chœur, vous avez cette espèce d'aigle qui est encore posé sur un grand plat, un vase, un vaisseau. Le vaisseau est volant comme l'oiseau. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'autre à la longue, cette compilation, cette répétition de motifs, d'assemblage, hein? Comment voulez-vous expliquer ça autrement? C'est une fantaisie de sculpteur. Ouais, moyen, très moyen. Parce que là, pour représenter ça, dans des lieux différents, ils ont quand même mis le paquet, hein. Il y en avait au château de Blois, il y en avait dans la cathédrale de Chartres. Ça veut forcément dire quelque chose, hein. Le plat est soutenu par voilà, toujours ce motif un peu un cuir, hein,
c'est-à-dire ça évoque aussi un parchemin, donc un document avec des lignes de texte, hein, ici. Le plat est porté en hauteur. Hein. Et vous avez un ange qui surmonte au-dessus. Un ange, une créature qui vole dans le ciel. Et vous savez, cet angelot qui dort voilà, dans son vase, dans son plat, vous appelez ça comme vous voulez. Voilà, c'est toujours le même message qui est passé. Vous avez un ange qui voyage dans son vaisseau. Et l'ange semble dormir par affinité, par référence au verbe dormir, dont un des sens figurés était laisser en suspens. Ça veut dire que la cause des ovnis, la cause ufologique, est connue. Ceux qui font ça, qui déposent ces messages sculptés, ou leurs commanditaires connaissent énormément de choses sur ce sujet. Mais pour l'instant, tout est au repos, tout est en suspens. On ne dit rien. Cette cause, ce sujet dort, dans l'attente d'une révélation, dans l'attente que ça bouge vraiment. En l'occurrence, à l'époque de l'ère du Verseau. Voilà. Mais vous avez la même chose ici. Hein. Vous remarquerez les encoches, les coches, à savoir, pour faire le clin d'œil au mot soche, avec un C, avec une cédille, soit le bateau qui transporte les personnes, la voiture aussi, ça voulait dire, et également le char mythique, la soche. Ronsard, le poète de la Renaissance, avait évoqué la coche à la lune attelée. Donc le char mythique volant, quoi. C'est quand même incroyable. Ce qui sous-entendrait que le poète Ronsard était, lui, un initié, qui commençait à spéculer sur les jeux de mots, comme ça, l'air de rien. Voilà. Ici, c'est la même chose. Toujours à Chartres, hein, voilà. Vous avez les encoches. Hein. Ici, le caractère volant du personnage, qui est un adolescent ou un enfant, est marqué puisqu'il tient par les pattes 2 oiseaux. Comme si son support, cette espèce de contenant, de grand contenant, vu de profil, était volant. C'est un vaisseau, un contenant, un récipient contenant qui est volant. Avec les oiseaux, quoi. C'est trop clair, non? C'est complètement évident. Hein. On peut pas contredire, à mon avis. Enfin, ceux qui veulent contredire peuvent toujours y arriver. Avec un peu de mauvaise foi, on contredit tout ce qu'on veut. Et voilà. Vous retrouvez sur le support, vous retrouvez les encoches, les coches, pour induire le mot soche, dont je viens de vous parler. Les lettres C, vous les avez là, dans la forme concave, ça fait un C et un C à l'envers. Les oiseaux mangent des bouquets, ils mangent peut-être pour évoquer des anges. Et si vous regardez bien, vous retrouvez la tige verticale, il y a un truc vertical au milieu encore. Les bouquets sont bien sûr un objet caractéristique du codage qu'on retrouve très fréquemment. Cet ange, eh bien, il va tirer à l'arc. Il est posé sur un vase avec des encoches. Il a son carquois. Car quoi? Eh bien quoi? Eh bien, il va décocher une flèche, il va décocher un objet volant dans l'air. Hein. Il vole sur son vaisseau. Au-dessus encore, vous avez un autre vase avec des encoches. D'accord? Tout ça, c'est
je montre des détails. Et s'il y a du jaune sur l'ange, c'est parce qu'à l'époque, quand j'étais allé à la cathédrale de Chartres, il y a très longtemps, je savais que la cathédrale était très sombre, hein, elle était sale et sombre. J'avais donc pris une lampe torche pour éclairer les motifs et pour les photographier plus facilement. Ici, vous avez quelque chose de très intéressant une fois de plus. J'éprouve le besoin par un petit coup de fatigue, donc je vais arrêter de parler pendant un tout petit temps. Si ça ne vous dérange pas, je suis désolé de vous infliger ça, mais j'ai besoin de récupérer un petit peu. Je vous retrouve dans pas très longtemps du tout. Eh bien, je suis de retour de mon voyage dans l'espace, intergalactique, bien sûr, bien sûr. Donc ici, on voit, c'est un ange, hein, un être humain avec 2 ailes, des jambes de bouc. Bon, j'ai expliqué tout à l'heure. Il est assis finalement sur un chérubin. Il est assis, alors c'est intéressant parce qu'il est assis sur une tête. Et comme s'il tenait les rênes, comme s'il avait empoigné certaines mèches de cheveux, et qui pilotait sa monture. C'est pour un jeu de mots. C'est parce que la teste, c'était la tête, le crâne, mais le mot teste désignait aussi un grand pot. Test, je ne vais pas dire de conneries, c'était un pot de terre. Hein, dans le dictionnaire, c'est un pot de terre. Donc un pot. Ça veut dire que la tête de l'ange est teste de 2 façons différentes. Vous voyez, c'est à la fois une tête et en même temps un pot, c'est-à-dire un vaisseau que pilote l'ange. L'ancienne forme linguistique de cheveux, c'était chevel, très proche de cheval. Vous voyez, donc il pilote sa monture en tenant les chevelles, le cheval. Vous voyez, tout ça, ça se tient. Et sous l'ange, vous avez des rouleaux, des spirales. Hein, c'est le motif du document. Le document caché, la feuille de papier roulée, tout un poème. On pourrait en parler longtemps. Je l'ai déjà fait d'ailleurs. Merci qui? Merci Didier. Voilà. C'est toujours le même message qui est passé, quoi. Hein, celui d'une créature qui n'est pas de la terre, qui vient du ciel, etc., qui pilote son vaisseau. Oui. C'est-à-dire que, voilà, donc si la tête de l'ange, c'est la teste étant un pot avec 2 ailes, vous voyez, c'est donc un vaisseau volant. Comprenez? On a inventé le motif du chérubin à la Renaissance pour que ça se décode comme ça. Tout simplement, le vaisseau volant, quoi. C'est incroyable, hein, le sens de l'abstraction, jusqu'où on peut aller. Mais je n'ai pas l'impression d'aller trop loin, quoi, parce que je sais que ce codage comporte des messages sophistiqués, abstraits, à l'abstraction qui va loin. Voilà. D'accord. Et on avance. Et ici encore, vous avez un ange qui pilote son char, les 2 chevaux qui mangent, peut-être parce qu'ils veulent nous parler des anges. Et finalement, le char, c'est quoi? C'est un vase, un contenant vu de profil avec des encoches. Voilà. Ah ben là, on ne peut pas être plus clair, hein, que le contenant, le plat, le vase nous parle bien d'un char qui est volant. Le
le char de l'ange, puisqu'il est dit, au fait, à propos de chérubins, le psaume 18 de la Bible dit Yahvé était monté sur un chérubin, et il volait, il planait sur les ailes du vent. Voilà. Ici, c'est au château alors, attendez, de quoi déjà? C'est là, le lycée de Léonard de Vinci est à quelques centaines de mètres. Bon, le nom m'échappe, c'est le château d'Amboise, c'est ça, Amboise, je crois. Je vais quitter le plein écran, c'est marqué, non, Amboise, c'est ça. Mais comme je suis très concentré sur autre chose, ça explique ce trou de mémoire. Eh bien, vous avez encore une soucoupe, la soucoupe est volante, puisque des oiseaux sont posés dessus, dont le parent avec les ailes déployées. De chaque côté, vous avez des drôles de bestioles, comme des serpents bizarres, donc des monstres. Monstre voulait dire chose incroyable, prodigieuse. Ça veut dire qu'il est question, on parle ici, d'un sujet prodigieux, incroyable, quelque chose de stupéfiant, quoi. Je vous suggère que ce soit les créatures qui viennent de l'espace et qui sont arrivées jusqu'à la Terre, qui seraient même entrées en contact avec la royauté, au moins à certaines époques, ou alors la royauté avait des connaissances sur des contacts qui avaient eu lieu, qui étaient remontés jusqu'au pouvoir, ou qui avaient eu lieu il y a plus longtemps, par d'autres civilisations. Quelque chose est passé, une connaissance était là, concernant des galactiques, ou des êtres intraterrestres, ou des êtres interdimensionnels. Et ici, il y a à Chambord une sorte de papier peint. Ce motif est répétitif, c'est un peu une tenture. Bon, vous avez un plat et deux oiseaux. Le plat pourrait être volant, d'autant plus que quand vous retournez l'objet de 180 degrés, ça fait comme un support qui porte le vaisseau, avec sa coupole au-dessus. Bon, les oiseaux sont bien sûr à l'envers. Un jeu de mots est inclus avec mi-ol. Ol, c'est le pot, le grand pot. Donc mi-ol, c'est moi pot. Ou alors mon pot, anciennement. Lu à l'envers, ça fait Elohim. Elohim, c'est le mot hébraïque qui désigne Dieu dans la Bible. Vous avez soit Yahvé, soit Elohim. En fait, c'est un pluriel, ça désigne les dieux. Ce qui ouvre un paquet de spéculations. Les dieux, voilà. Et non pas le grand Dieu immatériel, enfin souverain, créateur. La Bible comporte ainsi deux niveaux de lecture. Il y a un niveau kabbalistique. Ici au château de Châteaudun, eh bien c'est un peu la même chose, quoi. Vous avez ici un assemblage de vaisseaux avec les encoches. Vous voyez les oiseaux en dessous. Mais, et si vous retournez l'image, vous voyez, là ça fait pas mal une soucoupe volante. La soucoupe avec le dôme au-dessus. Ok. Ah oui. Là, nous retournons dans l'escalier de Chenonceau que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, voilà, vous avez cette étrange demi-soucoupe, demi-assiette, qui, comme si elle partait dans le mur. Eh bien, mi-ol, le demi-pot. Lui, à l'envers, ça fait toujours Elohim. Vous voyez ? Cette histoire de mi-ol a été utilisée, pas simplement dans les quelques exemples que je montre là, mais dans d'autres. C'est un des moyens pour les codeurs de faire comprendre certaines choses, voilà, que le secret qu'ils codifient se réfère à la Bible, dans sa version lecture parallèle, les dieux qui sont venus sur la Terre de l'espace. Comme des auteurs des années 70, ou peut-être 60 déjà, l'avaient évoqué. Auteur malheureusement trop oublié aujourd'hui. Voilà. Ok.
Ici, on est dans la cathédrale d'Albi. Vous avez encore des vaisseaux empilés, peut-être, ou un seul vaisseau au choix. Vous voyez? Avec au-dessus des oiseaux. Donc, le vaisseau est volant, blablabla, la même chose. Albi, cette fois, des centaines de kilomètres, et probablement... Bon, l'époque, je ne connais pas. Ici. Et le vaisseau, il est là. Les deux anges sont en dessous. Vous avez encore l'axe vertical qui est stylisé, l'origine, l'ancêtre d'une lignée. Avons-nous été créés par des extraterrestres au départ? J'en serais pas surpris. Le vaisseau est surmonté de deux oiseaux, tout en haut. Regardez bien la forme du vaisseau en question. Voilà, vous avez quelqu'un qui était qui est encore Edward Daniel Walters, à Gulf Breeze, en Floride. Il a photographié plusieurs fois. Et l'objet, la forme, ça évoque tout à fait ce qu'on vient de voir. Vous voyez le truc en bas? Comme un grand plat à l'envers, avec les anges à côté. Eh bien ici, vous avez, voilà, quelque chose qui ressemble fort. Alors, ça pourrait être un faux. Peut-être que ce monsieur Walters était un imposteur qui a truqué ses photos. Alors, évidemment, c'est difficile de le savoir à coup sûr, mais la coïncidence est remarquable. Depuis un certain temps que je vous présente ces photos, on a pu voir pas mal de plats, de contenants. Et d'un seul coup, un type prend une quinzaine de photos. Il était dans son bureau, bon, il a vu dans le ciel, c'est cet objet. Il a empoigné son Polaroid et il l'a photographié. Après, il est sorti dehors et il a voulu prendre d'autres photos, mais il s'est retrouvé paralysé. Et il a décollé, ses pieds ont décollé du sol. C'est ce qu'il dit. Finalement, il a quand même pris à plusieurs reprises différentes. Voilà, il a pris des photos du même objet. Et là, vous l'avez encore ici. Il s'est retrouvé paralysé par un rayon. Voilà, ça fait comme un grand plat qui est retourné, qui est à l'envers. Notez bien, à l'envers. Voilà, voilà. À suivre. Eh bien oui, à suivre, c'est très intéressant. Voilà, la semaine prochaine, je vous montrerai la suite et la fin de ce diaporama. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous rappeler, si certains d'entre vous, en tout cas, veulent bien le faire, si vous postez un com, moi, je vous réponds. Je dis quelque chose, et à ce moment-là, vous répondez quelque chose, d'accord? Ce petit échange, en apparence anodin, va favoriser le référencement de ma vidéo. Voilà, j'ai besoin d'être référencé mieux que je le suis, parce que pour un contenu d'une telle qualité, j'ai envie de dire, pour des révélations pareilles, encore une fois, c'est pas parce que c'est moi qui le fais, mais ça mérite quand même une audience beaucoup plus large que ça n'est aujourd'hui. Aidez-moi à faire connaître ces sujets, donc avec des petits commentaires et en dialogue. N'oubliez pas de mettre un like, c'est toujours apprécié, évidemment. Il faut influencer l'algorithme de YouTube. Ben écoutez, voilà, j'espère que tout ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne continuation. Et je vous dis au revoir, au revoir, au revoir.